Donc bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la région Bretagne, le Tea Talk. Donc une discussion dans laquelle on va découvrir une nouvelle facette des élus de la région Bretagne. Donc l'idée c'est un invité, deux micros et pas de langue de bois. Et donc pour ce premier épisode, on a un invité d'honneur, monsieur le président de la région Bretagne, Loïc Girard. Donc bonjour. Donc pour commencer, moi j'aimerais d'abord revenir sur votre parcours politique. Très rapidement, donc à 16 ans, vous engagez dans une association, pourquoi pas, pour l'engagement des étudiants en politique. À 18 ans, vous devenez conseiller municipal et à 30 ans, vous devenez maire de Liffré. Puis après, vous rentrez à la région Bretagne jusqu'à devenir président. Donc est-ce que c'était une vocation déjà, la politique, pour vous? C'était pas une vocation, l'association pourquoi pas, qu'effectivement j'ai créée avec des amis lorsque j'avais 15-16 ans, Ouais. était une asso pour créer de l'activité dans la commune, pour créer de l'animation, Ouais. pour nous permettre d'organiser un certain nombre de soirées, d'événements avec celles et ceux qui avaient le même âge que moi à l'époque. Et étant de fait engagé dans un collectif, le maire de l'époque m'a détecté pour me D'accord. proposer de m'embarquer dans l'aventure municipale, mais je n'étais pas programmé pour cela, Ok. même si depuis j'y ai pris goût. Ouais. Petit, vous ne rêviez pas de devenir homme politique? J'étais au conseil municipal des enfants quand même. Ah oui, ok. Et effectivement, maire était quelque chose d'assez extraordinaire et j'ai eu l'honneur d'être maire de ma ville. Le reste, c'est du bonus. Ok, super. Et bah du coup, alors moi j'ai une petite photo à vous montrer. Parce Ah, qu'en 2017, du coup, vous devenez président de la région Bretagne. On a retrouvé cette photo ah. sur la médiathèque de la région. Et j'aimerais savoir en fait comment vous vous sentiez à cette époque. Comment on Bah, se ressent un jour comme, comme celui-ci? beaucoup de fierté, Ouais, l'honneur de servir, l'honneur d'être au service des Bretonnes et des Bretons. Et puis beaucoup de reconnaissance aussi pour l'équipe, parce qu'un président, c'est une équipe autour de lui. Et donc, j'ai beaucoup de souvenirs émus de cette période. et donc maintenant ça va faire bientôt 8 ans. Ouais. Vous êtes président de la région. En 8 ans, il s'en est passé des choses positives comme un peu moins positives. Il y a eu quelques crises en France, mais la Bretagne a su à chaque fois tenir le cap, maintenir le cap. Comment ça se fait que la Bretagne arrive à toujours garder cette robustesse, on va dire? Qu'est-ce qui fait cette singularité de notre région? Je pense que depuis longtemps déjà, depuis l'après-guerre, les Bretonnes et les Bretons, ils se sont serrés les coudes pour résister à des moments difficiles, pour sortir de la misère dans laquelle nous étions, pour trouver des solutions nous-mêmes. Parce que finalement, un peu loin, au bout de la France, au bout de l'Europe, quelquefois nous étions oubliés. Et il arrive encore d'ailleurs que nous soyons oubliés. Et la force bretonne, c'est cette cohésion, c'est cette capacité à se dire qu'on a des buts communs et se battre pour les obtenir. La deuxième chose, c'est bien sûr la fierté d'être notre territoire. Vous le voyez pendant les événements sportifs, pendant les événements culturels. Je pense qu'on le voit aussi avec celles et ceux qui sont de Bretagne et vont vivre ailleurs dans le monde et qui expriment cette fierté bretonne. Et puis la troisième chose, c'est cette force de travail, ce courage, cet engagement pour toujours remettre sur l'établi le travail et avancer. Ok. Voilà, c'est ça la Bretagne. Et ben ça tombe bien parce que vous parlez donc de sport, de culture. Là, on est donc en session du Conseil régional. On parle notamment des orientations budgétaires pour Ouais. l'année 2026, avec un budget culture, sport et langue qui est maintenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement en quoi ça consiste la session d'aujourd'hui sur ces orientations-là? Les orientations budgétaires, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. La région Bretagne, c'est 2 milliards de budget, c'est beaucoup et pas beaucoup, pour faire rouler des trains, gérer des lycées, investir dans les ports, etc., etc. Et il faut se dire ensemble dans un hémicycle ce qu'on veut faire avec l'argent. La majorité qui dit ce qu'elle veut, avec son président, et les oppositions, légitimement, on est en démocratie, qui disent les points sur lesquels ils sont d'accord, les points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Et le point sur lequel, depuis que je suis président, je fixe un cap et que je tiens, c'est de maintenir le budget de la culture. Et j'y ai ajouté les langues de Bretagne et le sport, parce que c'est notre manière de vivre. Nous sommes en Bretagne capables de passer les moments difficiles, parce qu'on sait aussi que le week-end, on se retrouve autour d'un match de foot ou de rugby, Tout le à long fait. d'une route pour regarder une course cycliste devant la course au large, ou alors dans des salles ou dehors, voir des artistes réveiller des émotions fortes. C'est ça la Bretagne. Et si on ne prend pas soin de ces budgets, on ne prend pas soin des bénévoles, on ne prend pas soin de celles et ceux qui font vibrer la Bretagne, on perd notre âme. Donc c'est un choix politique que j'assume et j'en suis fier. Super. Donc là, en fait, on est en train de préparer la Bretagne de demain. Et donc, ça me permet de revenir sur un autre sujet aussi qui va être traité pendant cette session, c'est la jeunesse. Oui. Notamment sur la formation et sur tout ce qu'on fait pour les lycées. Donc, en Bretagne, pour rappel, c'est 115 lycées qui sont gérés par la région.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va être fait là, prochainement pour la jeunesse, tant pour adapter les formations qui vont leur être proposées à la rentrée, aussi également aux entreprises, etc. D'abord, la jeunesse, effectivement, c'est ceux qui sont dans nos lycées, publics et privés, mais aussi c'est ceux qui sont en apprentissage, en formation professionnelle, et qui sont la jeunesse de Bretagne qui se prépare à affronter la vie. Et ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, qu'on soit parents ou qu'on soit grands-parents ou qu'on soit euh, au contact avec l'ensemble de cette force vive, c'est que ces jeunes soient capables de s'embarquer dans la vie avec passion, avec envie et sans angoisse. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les bagages. Il n'y a rien de mieux que la capacité de détenir des compétences que l'on peut acquérir à l'école. C'est aussi ça la force bretonne. Donc la région va continuer à mettre des moyens sur l'ensemble des sujets que je viens d'aborder. Bien sûr, de par notre responsabilité première sur les lycées publics dont on est propriétaire, on va y mettre beaucoup d'argent pour continuer à les rénover, à les entretenir, faire en sorte que la qualité de vie soit bonne, tant sur le temps du midi que le temps du cours, ou alors les internats sur lesquels nous sommes aussi Il y responsables. a une grande question aussi sur tout ce qui est transition pour les lycées, tout ce qui est rénovation énergétique, tout ça est à prendre en compte aussi. Rénovation énergétique des lycées, qu'est-ce qu'on mange dans les cantines, comment on gère le transport scolaire, tous ces sujets sont des sujets importants qui touchent la vie quottidienne. La vie quotidienne des lycéennes, des lycéens, la vie quotidienne de leurs parents, parce qu'il n'y a rien de plus agaçant quand on est parent que d'avoir des problèmes de logistique le matin. La région, elle transporte 110 000 élèves tous les jours. C'est une responsabilité considérable et il faut l'organiser au mieux pour qu'on réponde à l'attente des familles. Ok, super, merci beaucoup. Séquence suivante. Alors en fait, on a demandé sur nos réseaux aux Bretons et aux Bretonnes de vous poser des questions. On en a sélectionné une. Et donc, alors, ça parle d'éolien en mer. Beaucoup de questions sur l'éolien en mer, quelques réticences, les remarques classiques, ça dénature le paysage. En fait, je pense qu'il y a une incompréhension exactement de à quoi ça sert et pourquoi la Bretagne s'implique en fait dans une telle énergie. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Il faut d'abord avoir en tête que la Bretagne, elle est très dépendante pour son énergie. Elle est dépendante du fossile, le pétrole, le gaz que l'on importe. Et elle est dépendante pour son électricité de d'autres territoires que la Bretagne, les centrales nucléaires que nous avons en Normandie, d'autres centrales nucléaires dans la région centre. Et on se sent bien chez nous, mais on ne s'occupe pas de ce sujet de l'énergie. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut flinguer le fossile. Il faut sortir des énergies fossiles. C'est un poison pour notre vie future et pour la planète et pour la biodiversité, on le voit bien. Et nous devons prendre nos responsabilités pour la production donc d'énergie. Et quoi de mieux que la mer, que l'océan? Alors bien entendu, je suis un breton né à Lannion, donc près de mes côtes d'Armor adorées. Mais quand même, cette puissance de l'océan, on peut en tirer de l'énergie qui est renouvelable et qui est à notre service et donc qui est au service de notre liberté. Et c'est ça le combat qui est le mien. C'est bien entendu de préserver nos paysages, bien entendu de garder nos marins pêcheurs. Ils sont la force de la Bretagne, on en a besoin pour l'avenir, pour la souveraineté alimentaire. Mais c'est aussi de trouver les espaces dans lesquels, au-delà de 12, 13, 14 km des côtes, on peut poser des éoliennes qui produisent une énergie qui est l'énergie de la liberté, l'énergie de notre autonomie et l'énergie, encore une fois, qui n'abîme pas le vivant parce que c'est de l'énergie qui ne vient pas brûler du fossile dans l'atmosphère. Tout à fait. Bah, vous m'avez convaincu. Donc je pense que vous avez convaincu les Bretons et les Bretons. Formidable. Donc donc je vous disais, on a eu beaucoup de questions et on va pas en faire d'autres, mais il y a vraiment, on voit une volonté en fait d'avoir ce dialogue des Bretons et des Bretonnes avec leurs présidents et leurs élus en général. Est-ce que pour vous, ouais, c'est quelque chose d'important d'avoir ce dialogue direct, ce lien sur le territoire? Nous sommes dans un moment où la fragilité de la démocratie, elle se touche du doigt. On a des gens en colère, on a des gens résignés, on a des gens qui ne s'intéressent plus à la vie politique. La responsabilité des hommes et des femmes politiques, qu'ils soient conseillers municipaux, maires, conseillers régionaux, présidents de région, c'est d'être au service et donc de répondre des décisions que l'on prend au nom du peuple, au nom des Bretonnes et des Bretons. Vous avez confié par le vote la responsabilité d'assumer un certain nombre de décisions à des élus pendant 6 ans. Nous devons être responsables de chaque décision que nous prenons. Et la moindre des choses, c'est de répondre aux questions quand on nous en pose. Ok, super. Alors, pour la suivante, j'ai une vidéo à vous montrer, un court extrait. Vous allez vous reconnaître. Attendez. Hop. Et pour servir les intérêts de la Bretagne, il faut que Paris nous lâche les Basques, que Paris nous donne des pouvoirs locaux, que Paris nous donne la capacité à agir. Donc cette interview, c'était sur François Bretagne, c'était sur le sujet de la décentralisation. Petite phrase choc, il faut que Paris nous lâche les Basques. Moi, j'ai un défi pour vous, tout d'abord. Nous expliquer ce qu'est la décentralisation en 20 secondes et pour que tout le monde puisse comprendre. La décentralisation, c'est faire en sorte que la décision soit prise au plus près du terrain et non pas à Paris ou à Bruxelles. Et donc, ça s'appelle
la capacité de donner au territoire de la confiance pour servir les habitants et résoudre les problèmes. Qui de mieux que les Bretons et les Bretonnes pour répondre aux problèmes de la Bretagne. Qui de mieux que les Bretonnes et les Bretons pour répondre à leurs problèmes quotidiens, en n'oubliant pas qu'on est ensemble une nation, la France, Bien sûr. avec cette République qui nous protège, que nous avons voulu, y compris nous les Bretons, et cette Union européenne qui nous permet de nous rassurer, j'espère, dans un monde de dingue. Et donc, pour que tout cela fonctionne, il faut bien entendu qu'il y ait des ambitions communes au niveau de l'Europe ou au niveau de la France, mais qu'on donne la capacité à décider sur la vie du quotidien, sur beaucoup de décisions aux élus locaux. Ça peut être les maires, ça peut être les départements, ça peut être la région. C'est ça le combat que je mène. Ouais. Et c'est comme ça que la démocratie est vivante. Et c'est comme ça que la cohésion de la nation pourra se tenir. On ne pourra tenir ensemble dans la République que si on a un sentiment de respiration et un sentiment de territoire qui assument leurs responsabilités. Ouais, c'est un sujet sur lequel on parle beaucoup là depuis la rentrée avec le nouvel gouvernement, mais c'est un sujet sur lequel la Bretagne s'est impliquée depuis assez longtemps maintenant. Qu'est-ce qui a fait que la Bretagne s'est démarquée là-dessus, sur ce sujet, il y a tant d'années déjà? D'abord parce que la Bretagne a conscience qu'elle est un territoire atypique. Nous sommes un territoire atypique dans le pays, nous sommes un territoire atypique dans l'Union européenne. Et nous avons conscience que nous avons un certain nombre de sujets sur lesquels il n'y a que nous qui pouvons décider et mettre en œuvre les projets. Si nous ne nous étions pas battus, nous n'aurions pas le TGV jusqu'en Bretagne. Si nous ne nous étions pas battus, nous n'aurions pas la capacité de développer, comme on l'a développé, le réseau d'écoles publiques et privées qui font l'excellence de notre jeunesse en Bretagne. Si on ne s'était pas battu, nous n'aurions pas été capables de redresser cette Bretagne avec l'agriculture, l'agroalimentaire et l'épopée industrielle bretonne. Alors il y a plein de sujets, il y a plein de problèmes. Mais à partir du moment où on sait ensemble qu'on a un projet, on est capable d'y aller, on est capable d'avancer. Et moi, finalement, je suis animateur de tout ça. J'entraîne, j'embarque avec celles et ceux qui soient chefs d'entreprise, qui soient présidents d'associations, qui soient élus locaux, celles et ceux qui veulent servir la Bretagne et regarder dans la même direction. Même avec des différences d'opinion, on peut y arriver ensemble. Tout à fait, ouais, c'est un dialogue en fait qu'il faut avoir avec tous les acteurs bretons pour pouvoir mener à bien cet objectif. La Bretagne est une conversation qui n'est jamais finie et continuons de l'enrichir les uns les autres. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet sur la session qui va être débattue cet après-midi, c'est tout ce qui est achat public et local. En fait, l'achat public en Bretagne, ça représente 300 millions d'euros par an. Ça peut concerner tout ce qui est les transports publics, le train, les gares, les bateaux, Les achats dans les cantines. les achats dans les cantines, dans les selfs, tout ce qui est rénovation de lycées, choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est important, tant pour le territoire que pour les entreprises bretonnes, d'avoir une Bretagne forte sur ce sujet-là, qui est déjà exemplaire sur ce sujet, mais qui veut faire encore mieux? Il y a un truc simple, c'est que nous tous, quand on va faire les courses au supermarché ou ailleurs, on regarde les produits, d'où ils viennent. On connaît tous le petit logo produit en Bretagne. On sait que si on achète une tablette de beurre produite en Bretagne plutôt qu'une plaquette de beurre qui vient de loin, eh ben on sert les emplois, on sert les agriculteurs qui ont eu le courage de fournir ce lait. C'est la même chose sur les achats des collectivités, c'est la même chose sur les achats des entreprises. Nous devons tous avoir conscience que nos achats génèrent quelque part une réaction. Une entreprise qui ouvre ou qui ferme, des emplois supplémentaires que l'on crée ou que l'on détruit, la capacité d'organiser mieux des flux logistiques. Et encore une fois, la responsabilité de la région, c'est d'être les yeux ouverts sur ces achats, parce qu'avec l'argent public, nous achetons beaucoup de choses. Des travaux dans les lycées, vous l'avez dit, des rénovations sur nos ports, des achats de cantines, des achats de transports en commun. Tout cela génère une économie locale. Si on achète loin, on ne crée pas de valeur en Bretagne, on exporte finalement notre richesse, et ce n'est pas vraiment la meilleure solution pour l'avenir. Et je voulais faire un petit focus aussi sur relocalisons.bzh, qui permet d'aider, d'accompagner, on va dire, les entreprises à transformer en fait leur façon d'acheter. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de comment ça a été mis en place ce programme-là, quelle était l'idée derrière Même sujet, il y a toujours quelqu'un qui décide. Dans un ménage, on fait des choix dans nos achats. Une collectivité, elle fait des choix dans ses achats. Une entreprise fait des choix dans ses achats. Une association fait des choix dans ses achats. Si chacun regarde où il achète son énergie, mais aussi où il achète son papier toilette, où il achète son papier, où il achète tel ou tel matériel dont il a besoin, eh ben, si vous achetez prêt, vous renforcez notre force, notre cohésion. Et en cas de crise comme la Covid, on n'est pas dépendant de pays lointains. Donc il ne faut pas fermer le monde. La Bretagne a toujours commercé avec le monde entier. À partir du moment où les règles de commerce sont bien posées. Mais quand on est capable de créer de l'économie proche de chez nous, circulaire, on réconcilie quelque part le consommateur, on réconcilie le travailleur, on réconcilie le contribuable.
et on s'enlève un peu de peine dans un monde bien compliqué. Donc c'est une envie, une ambition que nous partageons avec les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, que de s'embarquer dans cette aventure de la relocalisation des achats. Ok, très bien. Et là, je pense qu'on a fait le tour là, des sujets politiques dont on voulait vous parler. Très bien. On a une toute dernière petite séquence, un peu plus fun. Je vais vous poser des Faut que questions. je danse. Si vous voulez. Il y a une question, vous verrez. Non, je vais vous poser des questions. Oui. Vous répondez sans y réfléchir. C'est ok pour vous? Très bien. Ok, bah let's go. Alors, on y va. Farniente à la plage ou randonnée sur GR34? GR34. GR34. Galette de saucisse ou crêpe beurre sucre? Beurre sucre. Difficile ça. Cidre brut ou cidre doux? Brut. Brut. Une recommandation récente, film, série, livre? Je suis en train de relire Cheval d'Orgueil. C'est toujours passionnant de se replonger dans la Bretagne d'avant pour préparer la Bretagne de demain. Réunion tôt le matin ou tard le soir? Le 2. Les deux. Donc, café ou thé pour tenir la Café. cadence? Et voilà, un talent caché, donc peut-être la danse si vous voulez. Je vais plutôt dire la capacité d'entraîner des hommes et des femmes, ce qui est passionnant dans le sport comme dans la vie politique. Et bah super, bah merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode de notre nouvelle émission TIT Talk. Quel Maréchal, merci beaucoup. Merci beaucoup.